L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Madame la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Madame Nassima Al-Hab. Merci d'être avec nous en direct ce matin dans les studios de la chaîne 3. Merci pour l'invitation. Alors, on va parler déjà de l'actualité première, c'est la rentrée de la formation professionnelle. Plus de 285 000 nouveaux stagiaires et apprentis dans les différents modes de la formation qui ont rejoint les établissements de formation à travers le territoire national. C'était ce dimanche, dans le cadre de la rentrée de février 2026. Alors, comment s'est déroulée déjà cette rentrée et quelles sont les nouvelles spécialités qui ont été introduites pour le mois de février, Madame la ministre? Bonjour aux chers auditeurs. Vous le dites très bien, c'était quand même une rentrée assez active et assez mouvementée avec de nouvelles spécialités qui épousent parfaitement les projets structurants. Nous avons eu l'honneur de faire cette rentrée officielle à Tindouf pour lancer des nouvelles spécialités liées aux techniques minières, mais aussi aux techniques ferroviaires. Plus de 30 spécialités diversifiées, entre 7 qualifiantes et diplômantes dans les techniques minières et 4 qualifiantes aussi en technique ferroviaire ont été lancées avec pratiquement plus de 200 stagiaires qui se sont inscrits rien que pour cette rentrée. Et est-ce que l'idée qui nous vient directement, c'est que la formation professionnelle s'adapte aujourd'hui à la demande, surtout des grands projets structurants. Quand on pense à Tindouf, on pense évidemment à Garage Billet. Donc vous allez en adéquation avec la demande des grands projets initiés actuellement. Vous le dites très bien, donc on réagit à cette grand projet structurant qui a été lancé par Monsieur le Président, Monsieur Abdelmajid Tebboune en fin de janvier, mais on s'est préparé bien avant pour revoir le contenu de formation dans ce domaine-là, d'une façon générale, au niveau national, mais aussi la particularité de Garage Billet en adéquation avec les opérateurs économiques sur place et les spécialistes pour avoir une carte de formation à la fois diplômante mais aussi qualifiante, adaptée à cette particularité de Garage Billet de par les technicités. C'était aussi une occasion pour voir le gap et le manque en termes de certaines spécialités, à l'instar des conducteurs d'engins, de certains métiers qui sont nés et vont naître et ils vont être vraiment en termes de nombre très demandés pour accompagner ce gros projet, et ce projet géant, tout au long de l'extraction jusqu'à la transformation. La transition est toute faite pour parler de la demande du marché. Les opérateurs économiques, j'imagine, vous contactent pour vous dire on est à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, de gens formés par la formation professionnelle. Il y a de l'emploi qui existe. On attend des stagiaires. Dans certaines spécialités, oui, il y a des emplois, il y a un manque d'orientation, mais aussi un manque d'attractivité de certains métiers sur lesquels nous travaillons. Les opérateurs économiques ne sont pas seulement sur l'approche contact, mais on a mis en place des mécanismes, notamment les centres d'excellence, qui sont des plateformes de connexion avec les opérateurs économiques, qu'ils soient publics ou privés, pour comprendre la demande en termes de technicité, mais aussi en termes de quantité, avec une approche nationale et une approche locale. Et en parlant des centres d'excellence, on pense à celui notamment de Bourj Bouariri, pour ne citer que celui-là, qui forme et qui assure également l'emploi des stagiaires juste après la formation, avec évidemment des stages pratiques. Est-ce que vous pouvez nous parler, Madame la Ministre, de ces pôles d'excellence qui existent dans des régions clés du pays? Oui. Nous avons jusqu'à présent 18, nous en aurons plus. Et ces centres d'excellence, ils ont une connotation et une orientation économique particulière qui épouse parfaitement, comme je disais, la portée économique locale et territoriale. Notamment celui de Bourj Bouariri, orienté dans tout ce qui est technique de froid et électroménager et qui permet d'être en connectivité exacte et parfaite avec l'opérateur économique, et l'opérateur économique participe même à la rédaction des programmes selon ses besoins techniques, mais aussi selon ses besoins en termes de nombre
d'employer avec une vision à court terme, mais aussi une vision à long terme, puisque c'est des projets qui sont appelés à être étendus. Donc, il y a besoin d'employabilité, il y a besoin d'emploi plus important. Et ça part de l'ouvrier qualifié jusqu'au technicien supérieur. Tout ça se fait étroitement avec l'opérateur économique, en favorisant bien sûr le modèle de formation par apprentissage, avec quelques jours en théorie au niveau des centres, mais aussi la grande partie se fait chez l'opérateur économique pour apprendre la technicité et renforcer la capacité d'employabilité. Alors, quand vous parlez, la perception qu'on a de la formation professionnelle change. On se rend compte que la formation est modernisée, elle est actualisée et elle répond à la demande actuelle du marché. Notre vision de la formation professionnelle doit changer, Madame la Ministre? C'est un axe parmi l'axe stratégique de notre vision. Réorienter les jeunes vers la formation professionnelle sans négliger bien sûr l'orientation vers l'enseignement supérieur est une nécessité, de façon à ce que en termes de besoins, dans certaines spécialités, on est en déficit. On n'a pas assez d'employés pour couvrir la demande. Et on aura si on réagit pas maintenant, ce gap va encore se renforcer et c'est pour ça on va vers des mécanismes d'insertion parfois automatique, rapide, pour donner cette nécessité ou cette garantie d'emploi après une formation professionnelle. Et je pense que c'est qu'avec cet outil-là qu'on arrive à convaincre non seulement les jeunes, mais aussi leurs parents, pour les orienter vers la formation professionnelle. Et d'ailleurs, pour parler aux parents et les convaincre, vous faites des formations en intelligence artificielle, en cybersécurité. Quelles sont ces nouvelles spécialités que vous avez intégrées notamment et qui sont très prisées? C'est vrai, avec l'avènement de nouvelles technologies, il y a certains métiers qui vont disparaître, mais il y a de nouveaux métiers qui vont naître et qui se font en employabilité directe ou en auto-emploi à travers l'auto-entrepreneur. L'avènement de l'intelligence artificielle ouvre le marché de l'emploi au niveau national, mais aussi au niveau international. On peut chez soi, devant son PC, être un prestataire pour un client aux États-Unis, en Inde, en Chine, etc. Et sur des métiers qui sont pas de niveau engineering, mais des métiers qui sont nés avec l'avènement de l'intelligence artificielle, qui demande une certaine technicité. Ça passe aussi par la petite tâche d'un ouvrier en termes d'analyse ou d'analyse des données, jusqu'à le technicien supérieur en cybersécurité. Et sur ça, la demande dépasse largement l'offre, et ce qui nous pousse aussi à avoir de nouvelles méthodes de formation dans ces techniques-là, à travers notamment la formation à distance, à travers les plateformes de e-learning, et à travers aussi notre centre d'apprentissage à distance, le CNEPD. En parlant des formations à distance et le e-learning, c'est totalement développé au niveau de la formation professionnelle. Alors, ça va entre le développement au niveau de notre secteur, au niveau du ministère, mais à travers aussi les EPIC sous tutelle. Mais on encourage vraiment les écoles privées à aller vers cette méthode de formation, écoles privées agréées, qui, eux, accompagnent et complètent ce gap, et cet écart en termes d'offres. En parlant des nouvelles technologies, de formations telles que l'intelligence artificielle, tout ce qui est informatique, etc., on se dit, qui sont les formateurs qui vont former et comment se fait la mise à jour de leurs connaissances pour être toujours en accord avec la demande du marché? Comment vous faites? On est un secteur formateur, donc la formation d'adéquation et la formation de qualité auprès de nos formateurs est plus que nécessaire. Dans notre plan stratégique, la formation des formateurs prend un élan et prend une position très très importante. Et pas que, c'est la formation aussi des conseillers, parce qu'on a ce corps de conseillers qui accompagnent les stagiaires dès l'inscription jusqu'à l'insertion. Donc un plan de formation annuel est mis en place
Pour certaines spécialités, il a même été entamé à travers notre réseau pédagogique, parce qu'on a un réseau pédagogique qui accompagne l'ingénierie pédagogique, mais aussi la formation des formateurs. Oui. Et nous, à travers aussi cette connectivité et ces mécanismes de connexion avec les opérateurs économiques, nos formateurs sont parfois formés au niveau même des usines et des formateurs et chez les opérateurs économiques. Il y a aussi la méthode de formation par apprentissage qui est très, très, très importante, très intéressante, nous permet d'avoir non seulement nos formateurs au niveau des centres, mais aussi des maîtres apprentis au niveau des usines, des opérateurs économiques, etc. Donc c'est une vision vraiment pragmatique de la formation. Elle doit l'être. Vous êtes obligé de... Elle doit l'être. Absolument. Et ce qui est important de dire également, c'est que c'est des opérateurs économiques publics et privés. Absolument. Même service public. Pour citer que ici à la radio, vous avez pratiquement plus de 350 stagiaires qui ont intégré la formation par apprentissage à travers notre centre d'excellence en audiovisuel à Ouled Fayed. Moi, je me sens fière de croiser certains stagiaires ici. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui, entre la radio et la télé. Et on est au service de tous les opérateurs, il doit être au service de tous les opérateurs. Quelle est l'opportunité d'emploi? On accompagne la formation pour intégrer ou améliorer l'intégration. Est-ce qu'il est question d'une base de données, Madame la Ministre, pour lier et la demande des opérateurs et également les offres de formation avec le nombre de stagiaires également? Excellente question. La numérisation du secteur est indispensable. Depuis février 2025, l'inscription est totalement numérisée à travers la plateforme TechWin, mais aussi la connectivité pour les stages, pour les contrats d'apprentissage est connectée à travers la plateforme Temhin, où on a une cartographie générale des demandes d'apprentissage. Ça va de grands opérateurs jusqu'aux derniers artisans du quartier, coiffeurs, etc., qui cherchent des apprentis et qui sont prêts à les intégrer. Donc maintenant, notre objectif, et c'était ça notre slogan depuis la dernière rentrée, c'est trouver pour chaque demande ou chaque contrat d'apprentissage un stagiaire, de façon à ce qu'on accompagne les stagiaires vers ces nouvelles opportunités de travail. Et c'est très important. Une dernière question juste après le sommaire de l'actualité par rapport à ces centres d'apprentissage. Vous assurez également le suivi après le recrutement? Vous essayez de superviser après? Alors ça, c'est la magie aussi de la numérisation. Ça nous permet d'avoir la traçabilité de ces personnes-là. Notre système aussi d'interopérabilité avec l'ANEM nous permet de voir ceux qui ont été embauchés ou pas. On l'a fait dernièrement pour ceux qui ont été diplômés dans les techniques des mines, pour savoir à peu près ce qu'on peut offrir à l'instant T à ces gros projets. Ça nous a permis d'organiser une semaine d'immersion pour ceux qui ont été formés dans les années précédentes et qui n'ont pas pu trouver d'emploi. Une semaine à Rarajbilet et à Tindouf pour d'abord discuter avec les opérateurs économiques sur place, être en immersion totale avec l'environnement et bien sûr, on aura de bonnes nouvelles de leur intégration incessamment sous peu par ces opérateurs économiques. Merci pour cette réponse, Madame la Ministre. Restez avec nous, on va revenir à la discussion avec vous juste après le sommaire de l'actualité dans quelques secondes à peine. Avec vous, Madame la Ministre, on avait parlé de la formation professionnelle et de l'assurance de recruter et d'insérer professionnellement les stagiaires juste après leur formation. C'est dire que le marché est en demande. La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'en est-il de ceux qui veulent créer leur propre petite entreprise? Quelles sont les perspectives et les offres qui leur sont présentées avec les différents mécanismes qui existent actuellement? C'est aussi un des axes de notre stratégie et de la stratégie de secteur. Nous avons, comme il a été déclaré à plusieurs reprises, des centres de développement d'entrepreneuriat au niveau de chaque centre et chaque institut supérieur. Ces centres-là assurent, ils sont de nombre de 183, ils passeront à 290 d'ici la fin de l'année. Le rôle principal, c'est d'abord accueillir les gens qui ont l'intention d'entreprendre, de créer leur micro-entreprise et qui sont issus de la
la formation professionnelle. Ce sont des stagiaires qui sont en cours de formation, mais c'est aussi des diplômés de la formation professionnelle qui reviennent parfois après une carrière d'emploi et qui passent du salariat à l'entrepreneuriat. Dans cette catégorie me plaît particulièrement parce qu'ils ont pris le temps de détecter les opportunités de marché, de mûrir aussi leurs idées. Le centre assure une formation de 3 semaines. Ça va de la création de l'entreprise jusqu'à le business plan et jusqu'à la gestion financière de la micro-entreprise. Et à l'issue de cette formation, ils peuvent aller vers un des dispositifs d'accompagnement et de financement des micro-entreprises, à savoir la NESDA ou l'ANGEM, ou plutôt aller vers l'auto-emploi à travers l'auto-entrepreneur en travaillant en freelancing. Donc, ils auront tout l'accompagnement nécessaire pendant cette formation, mais aussi on reste en connexion avec ces personnes-là après la formation, et ça permet à ces jeunes-là aussi d'accéder au monde de l'entrepreneuriat comme une autre alternative à l'emploi et pas seulement l'emploi direct. Ils peuvent aussi créer leur start-up. C'est essentiel aussi, pas mal d'idées. Ça fait qu'on a quand même des spécialités assez techniques. Le secteur a aussi les moyens pour assurer le prototypage, pour accompagner ces start-upers. Nous sommes en train de généraliser les incubateurs même au sein des instituts où il y a une portée particulière aux start-up. Ils sont aussi prédisposés et pour certains des idées extraordinaires pour aller vers la création de leur start-up, et on accompagne étroitement ces personnes-là. Et en les accompagnant, vous avez même initié le hackathon national. La première édition a eu lieu il y a quelques jours à peine. Il y a eu 41 équipes qui ont participé à cet hackathon. National, 41 équipes avec plus de 37 wilayas. Ils sont venus de toutes les wilayas. La particularité de ce hackathon, que au moment de l'inscription, on voyait des problématiques qui ont été proposées par des opérateurs économiques, et les gens et les jeunes sont venus pour trouver des solutions à des problématiques. On était éblouis par les idées, parfois par des projets qui sont tout de suite intégrables et tout de suite réalisables. Maintenant, je vais vous poser une question qui est beaucoup plus de l'ordre de la prise en charge des études des stagiaires. Qu'en est-il de la vie des stagiaires? Je sais qu'il y a eu la signature d'un accord, notamment avec l'enseignement supérieur, pour leur garantir le transport des stagiaires. Ils vont bénéficier, d'entre guillemets, on va le dire, le COUS des étudiants. Tout à fait. Comment est pris en charge la vie au quotidien des stagiaires, surtout ceux qui sont en déplacement? En plus de cette disposition qui nous permet aussi de mutualiser les espaces de formation. Nous remercions le ministère de l'Enseignement supérieur. Je remercie particulièrement mon collègue pour cette initiative, à cette réponse très rapide à cette doléance qui permet de mutualiser le transport des étudiants. À partir de mois de décembre, nos stagiaires avaient le droit, avec la présentation d'une carte de stagiaire, pour utiliser le transport des étudiants. C'était une première action pour l'amélioration de la vie estudiantine. La bourse alimentaire a été augmentée en vertu de la loi de finances 2026 et un programme particulier qui a le même intérêt qu'un programme d'enseignement pédagogique, celui de l'amélioration de la vie estudiantine, notamment le sport, l'activité sportive, avec la création de la Fédération nationale de la formation professionnelle des sports collectifs, mais aussi tout ce qui est création de clubs scientifiques, accompagnement culturel de ces jeunes-là, pour qu'on puisse compléter toute la formation, qu'elle soit formation civique, mais aussi formation technique, pour qu'ils puissent vivre une expérience complète de leur parcours de formation professionnelle. Et en parlant de la vie de la formation professionnelle, il y a le centre. Alors, je préfère trouver les bons mots pour le présenter. C'est un centre africain. L'Institut panafricain. Voilà, c'est l'Institut panafricain qui a son siège à Boumerdès. Parlez-nous un petit peu du nombre d'étudiants du continent qui participent, et comment se déroule la formation pour eux, et quel type de formation? Pour cette rentrée seulement, on a eu 500 stagiaires qui ont rejoint leur banc, stagiaires africains. C'est dans le cadre de la collaboration avec les pays africains à travers l'octroi de bourses. Ça a été statué et renforcé par Monsieur le Président, Monsieur Abdelmajid Tebboune, et la création de cet institut a permis de
à la fois les mettre dans un endroit commun, au même titre que les Algériens. Il y a certains Algériens qui sont inscrits dans cet institut, oui. Et ça nous a permis, à travers l'instauration de cet institut qui a été inauguré au mois de décembre en présence de la secrétaire d'État chargée des affaires africaines, mais aussi le commissaire de l'éducation et de l'innovation de l'Union africaine. Ça nous a permis d'avoir une plateforme de connectivité panafricaine, mais aussi un moyen de mutualisation aussi de ressources ou une bonne gestion de nos moyens didactiques qui permettent d'avoir un système agile qui répond aussi aux problématiques de ces pays africains. On ne forme pas pour former, on ne donne pas des bourses seulement pour donner des bourses, mais c'est aussi former ces jeunes-là dans les priorités de leur pays. La discussion se fait en amont par rapport aux spécialités, au contenu, grâce aussi à nos collègues des affaires étrangères à travers les postes diplomatiques dans les pays africains. Une mutualisation, mais aussi une discussion très étroite se fait avec les autorités locales de chaque pays pour voir quelles sont les priorités des spécialités. Vous savez que l'Afrique est riche en termes linguistiques aussi. Ce centre ou cet institut permet d'avoir une agilité en termes d'adaptation des programmes d'enseignement, d'apprentissage aussi, parce qu'ils ont droit d'accès aux entreprises et chez les opérateurs économiques, et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Mais c'est aussi adapter d'une façon linguistique le contenu, savoir la transformation, la traduction des programmes en français, en anglais, tout en ayant un pool de formateurs qui maîtrisent les 3 langues à la fois. Et est-ce que vous avez déjà une demande de la part de certains pays pour intégrer leurs stagiaires? Tout à fait, une demande spéciale qui a été, auquel on a répondu rapidement, au bout de pratiquement 3 semaines, et qu'on va être très heureux déjà de recevoir une première délégation aujourd'hui du Zimbabwe, une vingtaine d'étudiants qui partiront à Tlemcen par contre, parce que la spécialité est dispensée dans un centre d'excellence là-bas. C'est quelle spécialité? Alors, tourisme et hôtellerie. Là-bas, on le dispense en anglais. C'est parmi les instituts les leaders en Algérie, l'institut de Kifen à Tlemcen. Ils feront leur insertion là-bas, mais ils reviendront aussi pour leur formation à l'Institut panafricain. Une autre délégation qui viendra dans quelques jours, samedi prochain, une vingtaine, avec un groupe spécial du Zimbabwe aussi, et qui vont être orientés principalement vers les énergies renouvelables, mais aussi les technicités de qualité, de gestion de qualité et tout ce qui est panneaux solaires. Une dernière question, si vous permettez, à Madame la Ministre, juste avant la fin de l'émission, par rapport au pôle d'excellence. On en avait parlé au début de l'émission, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui seront installés dans le court terme ou le moyen terme pour répondre encore toujours une fois à la demande du marché en matière de formation professionnelle? Je pense carrément à la production pharmaceutique. Absolument. Donc il y en a 18 jusqu'à présent qui ont été identifiés. Je disais que la politique ou la philosophie d'un centre d'excellence, c'est d'épouser parfaitement la prédisposition économique de la région ou du territoire. Nous avons inauguré 10 jusqu'à présent. 8 vont suivre, notamment celui de la production pharmaceutique à Constantine. Il y aura d'autres par rapport à la prédisposition. Oui. L'idée, c'est que ça soit une plateforme de connectivité totale avec l'opérateur économique et que tout programme et toute formation qui se fait au niveau du centre d'excellence est adaptée parfaitement aux demandes techniques des opérateurs récentes mais aussi futures. En fait, ça fait écho à la déclaration que vous avez faite il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, sur le fait que le secteur de la formation professionnelle oriente à présent ses efforts vers la multiplication des offres de formation de haut niveau. Tout à fait. C'est un cran au-dessus vers lequel vous orientez. C'est aussi technicien supérieur, mais aussi une adaptation à travers la formation continue.
Et puis une mise en place d'un référentiel national des compétences qui permet non seulement de préparer la compétence en instant T, mais aussi d'améliorer les compétences à travers des blocs de compétences et à travers aussi une agilité pour répondre à ces demandes. Un dernier message, Madame la Ministre, avant la fin de cette émission, peut-être aux opérateurs, aux parents. Opérateurs, écoles privées, parents, mais aussi nos jeunes. Vous allez trouver votre parcours professionnel dans la formation professionnelle. L'idée, c'est pas ce que vous faites, ce que vous choisissez. À chaque fois, je le dis, l'idée, c'est être numéro 1, le meilleur dans ce qu'on fait. Allez-y à la formation professionnelle avec votre passion, votre ambition et vos rêves. Et on sera là pour vous accompagner. Ça, c'est un message direct aux stagiaires ce matin. Alors, les futurs stagiaires, précisément. Merci beaucoup, Madame la Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Madame Nassima Al-Hab. Merci d'avoir été ce matin avec nous en direct. Avec plaisir. Plaisir partagé.